À tous et bienvenue dans ce cours de Mocha. Aujourd'hui, nous allons voir des méthodes analytiques pour l'optimisation non linéaire sans contrainte. Le plan du cours est le suivant. Nous allons d'abord réaliser une petite introduction à la programmation non linéaire. Nous ferons des rappels pour les fonctions à une variable. Et enfin, nous verrons comment obtenir les extrémas, donc les valeurs optimales, les solutions optimales de fonctions à plusieurs variables. Donc, introduction à la programmation non linéaire. Donc, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est essentiellement de la programmation linéaire. Donc avec une fonction objectif ici qui était linéaire et un ensemble de contraintes linéaires. Ici, on a représenté l'ensemble des solutions admissibles. Donc, on a la droite d'équation 4x plus y est égal à 8. Et on va prendre toutes les solutions qui sont en dessous de cette droite. On a également x et y qui sont positifs. Et donc, l'ensemble des solutions admissibles sont situées à l'intérieur du triangle ici. Donc, c'est ce qu'on a vu en programmation linéaire. Et la fonction objectif x plus y, donc c'est une droite ici qui fait un angle de 45 degrés avec l'axe des x, qu'on cherche à optimiser, qu'on cherche à maximiser. Donc on va aller le plus loin possible. Et quand on essaye d'aller le plus loin possible tout en restant dans la zone admissible, eh bien on n'obtient que la solution optimale est le point 0,8. Et ce qu'on avait remarqué avec la programmation linéaire, c'est que les solutions optimales, quand elles sont uniques, donc ici il y a une seule solution optimale, c'est le point 0,8, eh bien ces solutions optimales sont toujours situées sur l'un des sommets du polyèdre représentant les contraintes. Quand on passe à la programmation non linéaire, donc simplement ici, j'ai gardé la même contrainte, qui est elle toujours linéaire, 4x plus y inférieur ou égal à 8. J'ai toujours x et y qui doivent être positifs, je ne l'ai pas mis ici, mais x et y doivent toujours être positifs. Et la fonction objectif, par contre, n'est plus x plus y, mais est x fois y. Et donc, au lieu d'avoir une belle droite comme ce que l'on avait avec la programmation linéaire, on obtient une courbe. Donc, c'est la courbe, par exemple, si on fixe z à 1, mais ça serait y est égal à 1 sur x. Donc, y égale à 1 sur x, c'est cette belle courbe-là. Et on va faire comme ce que l'on fait avec la programmation linéaire, c'est-à-dire que l'on va translater cette courbe pour aller le plus loin possible puisque l'on est en maximisation. Et si l'on fait ça, eh bien on peut voir que on va atteindre le point de coordonnées 1, 4. Et donc on voit deux choses que l'on peut remarquer. Le point 0,8 qui était optimal avec x plus y n'est plus du tout optimal avec x fois y, puisque 0 fois 8 ici ça donne 0. Donc ce point-là a un objectif de 0, alors que c'était l'optimum pour la fonction linéaire. Et deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que le point optimal, qui est le point 1, 4, n'est plus du tout situé sur un des sommets de mon ensemble de contraintes. Et donc, en conséquence, on ne peut plus du tout utiliser l'algorithme du simplex. Et en conséquence, on va voir que les méthodes pour trouver les valeurs optimales d'un programme non linéaire sont beaucoup plus complexes que la méthode du simplex que l'on peut ici facilement utiliser pour des fonctions linéaires. Donc ça, c'est un premier point important. Lorsqu'on a un ensemble de contraintes toujours linéaires, si la fonction objectif n'est plus linéaire, eh bien la solution optimale ne sera pas
forcément situé sur un des sommets de mon ensemble sur un sommet du polyèdre représentant mes contraintes. Deuxième remarque, on va donc juste encore en introduction, un petit problème de programme non linéaire. Donc on voit ici que ce problème va ressembler très fortement à ce que l'on a fait en programmation linéaire, puisque l'on a un entrepreneur qui dispose de 3 machines, qui se répartissent la production de 3 types de pièces A, B et C. Et chaque pièce possède un temps de fabrication différent selon la machine sur laquelle elle est fabriquée. Par exemple, la pièce A sur la machine 1 a un temps de fabrication d'1 unité. Sur la machine 3, eh bien, elle possède un temps de fabrication nul. Pièce C sur la machine 2 a un temps de fabrication de 3. Chaque machine a un temps limite de fonctionnement. Donc la machine 1 peut fabriquer au maximum un temps limite de fonctionnement de 100, la machine 2 de 450 et la machine 3 de 150. Le prix de vente des pièces A et B et C diminue avec la quantité produite. Donc plus on produit, plus le prix de vente d'une pièce est faible. Donc ici on a la relation pour le prix de vente de la pièce A qui est 80 moins QA sur 20. La relation pour le prix de vente de la pièce B qui est 90 moins QB sur 10. Et la relation pour le prix de vente de la pièce C qui est 85 moins QC sur 10. Et donc de cette façon, on voit que la fonction objectif, qui est toujours maximisée, donc prix fois quantité, et bien ici le prix qui dépend de la quantité, et l'on voit que la fonction objectif, on va avoir des multiplications de variables. On a ici un QA fois QA, donc un QA au carré. Ici on va avoir un QB au carré, ici un QC au carré. Et par conséquent, la fonction objectif n'est plus du tout linéaire, mais est non linéaire. Par contre, nos contraintes ici sont toujours bien linéaires. On a la limitation par rapport au temps maximal de l'utilisation de la machine 1. Donc ça fait une unité de QA, plus une unité de QB, plus une unité de QC. Donc QA plus QB plus QC doit être inférieur ou égal à 100. Pour la machine 2, ça donne 6QA plus 2QB plus 3QC inférieur ou égal à 450. Et pour la machine 3, ça donne 3QB plus QC inférieur à 150. Donc on voit qu'au niveau des contraintes, c'est classique. Par contre, la fonction objectif, on a une multiplication de variables, de décisions, et donc on a une fonction qui n'est plus linéaire et on ne pourra pas appliquer l'algorithme du simplex. Autre remarque. Imaginons que l'on ait une fonction à optimiser qui soit dépendante de deux variables, de x et y, et qui soit égale à 0,03 fois y moins x fois y fois l'exponentielle de moins x moins y carré. Donc une fonction assez complexe. Et remarque importante, ce que l'on voit, donc on va mieux le voir directement dans le logiciel que j'ai utilisé pour représenter cette fonction, qui est MATLAB. Ici, on voit ce que l'on voit, puisque je peux orienter ma figure ici, c'est que l'on a plusieurs optima locaux. On voit qu'on a un optimum local ici, ok, et un autre optimal local ici. Si on regarde aussi en dessous, on voit que l'on a d'autres optimales locaux. Donc un optimum local, c'est quoi? C'est une solution pour laquelle, si on regarde autour de cette solution-là, donc dans son voisinage, eh bien, on aura des solutions qui sont toujours inférieures pour un maximum local ou supérieures pour un minimum local comme l'on a ici. Et donc, cela rajoute une difficulté puisque en programmation linéaire, eh bien, l'algorithme du simplex permettait de trouver un optimum local
qui était toujours un optimum global. Il n'y avait toujours qu'un seul optimum. Eh bien, en programmation non linéaire, même avec une fonction ici sans contrainte, eh bien, on peut avoir un comportement complètement différent puisqu'on peut avoir plusieurs optima locaux, comme ce que l'on voit ici. Et donc, imaginons que l'on applique l'algorithme du simplex qui procède étape par étape. Eh bien, ce qui pourrait se passer, c'est que l'on arrive par exemple à cet optimum. Eh bien, l'algorithme du simplex s'arrêterait et au final, on n'aurait pas du tout trouvé l'optimum global de la fonction puisqu'il se situerait ici à cet endroit-là. Et donc, deuxième grosse particularité, c'est que même avec une fonction non linéaire sans contrainte, eh bien, on peut avoir plusieurs optima locaux. C'est quelque chose que l'on ne retrouvait pas avec une fonction objectif linéaire. Donc, dans le plan, la suite, on va maintenant faire quelques rappels de fonctions à une variable. La première chose que nous allons voir, c'est un rappel sur la dérivée. Et donc, avant d'introduire la dérivée, nous allons introduire ce que c'est qu'un nombre dérivé. Donc, nous allons avoir une fonction ici à une variable, fonction f de x, définie sur l'intervalle i, un intervalle ouvert ou fermé, et qui renvoie donc une valeur réelle. Une seule valeur réelle, puisqu'on a une seule valeur réelle ici. On va prendre un réel a appartenant à l'intervalle i, et on va prendre deux points. Un point a qui donc appartient à la fonction, donc le point a de coordonnées petit a f de a, et un point b qui appartient aussi à la fonction, mais qui a comme coordonnées a plus h et f de a plus h. Eh bien, on peut définir le coefficient directeur de la droite AB comme le quotient entre la différence des ordonnées entre le point B et A, divisé donc par un dénominateur égal à la différence des abscisses entre le point B et le point A. Et donc, si on remplace YB par sa valeur, YB c'est donc f de a plus h, YA par sa valeur, YA c'est f de a, donc on a f de a plus h moins f de a, divisé par xb qui vaut donc a plus h, et moins xa, xa qui vaut a, donc on obtient f de a plus h moins f de a divisé par h pour ce coefficient directeur. Ok. Et donc c'est ce coefficient directeur de la droite AB, si vous voulez, c'est son coefficient angulaire, on peut appeler ça aussi son coefficient angulaire, ce rapport. Ce nombre dérivé, eh bien, plus on va rapprocher B de A, eh bien, plus le coefficient directeur sera proche du coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. Et donc pour ça, au lieu de prendre f de a plus h moins f de a divisé par h, on va faire tendre h vers 0, et donc on va prendre la limite quand h tend vers 0 de ce quotient. Et donc, c'est donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. L'équation de la tangente devient donc c'est l'équation de cette droite qui passe par le point A, donc c'est y est égal à f de a, plus cette limite, et donc cette limite, c'est en fait la dérivée au point A, et donc on remplace cette limite par f' de a, f' de a ça correspond à cette limite, et pour obtenir l'équation de la droite, on fait fois
x de moins a, avec a, donc le petit a qui est l'abscisse du point A. Et donc, cette limite, c'est exactement la fonction de la dérivée. Donc, une fonction f de x est dérivable en un point A si cette limite existe. Ça veut dire, et si il existe un nombre réel tel, grand L, tel que la limite est égale à ce nombre grand L. Et ce grand L, c'est le nombre dérivé de f de x en A. Autre chose que l'on peut dire, une fonction est dérivable sur un intervalle si elle est dérivable en tout point de cet intervalle. Et pour f dérivable, on appelle la dérivée de f la fonction qui associe à tout réel x appartenant, ici c'est à l'intervalle i et pas a, le nombre dérivé de f en A. On note la fonction dérivée f' de x classiquement, ou encore la différentielle de f divisée par la différentielle de x, une autre notation que l'on peut utiliser. Propriété, une fonction dérivable sur un intervalle et continue sur cet intervalle-là. Et donc, on peut noter C1, l'ensemble des fonctions dérivables dont la fonction dérivée est elle-même continue. Donc, ce sont des fonctions qui sont continues, mais en plus, les dérivées de ces fonctions-là sont aussi continues. Ici, un petit rappel des dérivées analytiques usuelles. Par exemple, x exposant n, eh bien sa dérivée, ça va être n donc on fait n fois x exposant n moins 1. 1 sur x exposant n, mais ça devient donc moins n fois x, donc fois x moins n divisé par x exposant n plus 1. Ici, racine de x, eh bien on peut voir racine de x comme x exposant 1 demi, et donc ça devient 1 demi fois x exposant moins 1 demi, et donc 1 demi fois 1 sur racine de x. L'exponentielle de x, ça ne change pas, ça reste l'exponentielle de x. A exposant x, ça devient a exposant x fois ln de a, et donc il faut que a soit strictement positif, puisque le ln d'un nombre n'existe que si ce nombre est strictement positif. Ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Sin de x, c'est cos x. Cos de x, c'est moins sin x. Puis après, on a les dérivées de quelques autres fonctions trigonométriques. Et comment ces formules ont été obtenues? Simplement en appliquant cette formule-là pour ces différentes fonctions. Opération sur les dérivées. Donc à partir des dérivées analytiques usuelles, on peut déterminer les dérivées de nombreuses fonctions par les opérations suivantes. Par exemple, pour deux fonctions f et g dérivables sur un intervalle, eh bien f plus g est aussi dérivable sur cet intervalle. Et simplement, la dérivée d'une addition de deux fonctions, c'est on suffit de faire la dérivée des fonctions et additionner ces dérivées. La dérivée d'un produit, eh bien, la dérivée de ce produit, c'est f' fois g plus f fois g'. Et la dérivée d'un quotient, si g ne s'annule pas sur l'intervalle, eh bien, la dérivée du quotient, c'est f' fois g moins g' fois f, le tout divisé par g au carré. On peut aussi avoir des fonctions composées. Par exemple, si on a une fonction f dérivable sur i, une autre fonction g dérivable sur j, telle que f appartient à j, eh bien, on peut écrire la composée, donc g rond f, et g rond f va être dérivable sur i, et ce qu'on a, c'est que g rond f', c'est f' g' rond f. Par exemple,
si on a la dérivée de g de f de x, eh bien, il faut d'abord dériver f, donc on obtient f' de x, et le multiplier par g' qui sera évalué en f de x. Et donc, voilà pour ce rappel sur les dérivés. Donc ici, bien voir que f de x appartient à j, puisque g est dérivable sur j. Donc il faut que f de x renvoie bien des valeurs appartenant à l'intervalle j. Variation d'une fonction. Si on prend une fonction C1, donc ça veut dire une fonction qui est continue et dont les dérivées sont continues, définie sur un intervalle i. On a les équivalences suivantes. Une fonction f est croissante sur l'intervalle. Donc croissante, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quel que soit x plus petit que y sur l'intervalle, eh bien f de x est inférieur à f de y. Ou autrement dit, quel que soit un y supérieur ou égal à x, eh bien l'évaluation de y est supérieure ou égale à l'évaluation en x. Et donc on a cette propriété si et seulement si, on a une équivalence si et seulement si f' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle. Donc ça veut dire si la dérivée est positive, on a une fonction croissante. Si on a une fonction croissante, eh bien la dérivée est positive. On a la même chose pour une fonction décroissante sur un intervalle. Donc une fonction décroissante, eh bien ça veut dire que pour un y supérieur ou égal à x, eh bien f de y est inférieur ou égal à f de x. Et f est décroissante sur un intervalle si et seulement si sa dérivée est négative. C'est une équivalence, et donc si la dérivée d'une fonction est négative, eh bien la fonction est décroissante. Autre chose que l'on peut dire sur les variations, lorsque la dérivée s'annule en un point A de i, c'est que la pente de la tangente en ce point est horizontale. Donc ça va être pratique pour déterminer les extrémas de fonctions à une variable. Un point A appartenant à l'intervalle où f' de A est nul, s'annule, eh bien on appelle ce point un point stationnaire ou encore un point critique. En un point stationnaire, la courbe représentant la fonction f présente une courbure horizontale, puisque la tangente en ce point est horizontale. Et si la fonction est croissante à gauche du point, puis croissante à sa droite, ou décroissante à gauche, décroissante à droite, eh bien, donc si à gauche, ici on parle bien d'un point stationnaire, donc si la fonction est croissante à gauche d'un point stationnaire, puis croissante à sa droite, eh bien, à ce moment-là, on parle de palier. On n'est pas optimum, on est juste à un palier. On a une dérivée qui s'annule sans être un point optimum de la fonction. Et donc, maintenant, on peut vraiment définir ce que c'est un extrémum local. Donc un réel A est appelé un maximum local, ou s'il existe un petit intervalle ouvert centré en A. Donc si il existe un petit intervalle ouvert, c'est-à-dire que on part de A, on enlève un petit epsilon à gauche, on ajoute un petit epsilon à droite, on a ainsi un intervalle, et bien si pour cet intervalle, on a cette propriété suivante, et bien le réel A sera appelé un maximum local. Et la propriété, c'est simplement, quelle que soit la valeur que l'on prend dans l'intervalle i, eh bien on aura toujours que f de x est inférieur à f de a. Donc l'évaluation de x est toujours inférieure à l'évaluation de a. Et pour un minimum local, on aura le contraire, c'est-à-dire que tous les points qui sont autour de A ont des évaluations supérieures ou égales.
propriété, si A est un extrémum local, eh bien, alors ça implique que la dérivée, de A est nulle. Attention, une annulation de la dérivée en A n'indique pas nécessairement un extrémum, puisque ça peut être un palier. Et autre propriété intéressante, si f de prime de A est nul, et si f de prime n'a pas le même signe sur les intervalles ici à gauche et à droite, alors A est un extrémum local sur l'intervalle. Donc en gros, si la dérivée s'annule et si f de x n'a pas le même signe, c'est-à-dire si d'un côté on a une fonction croissante et si de l'autre par exemple on a une fonction décroissante, f' de x n'a donc pas le même signe à gauche et à droite, eh bien A sera un extrémum local. Et donc si f' de x est croissant à gauche et décroissant à droite, eh bien on aura un maximum local. Si f' de x est décroissant à gauche, mais croissant à droite, eh bien on aura un minimum local. Ici, on a deux exemples ici, avec la fonction parabolique f de x égale à x carré. Si on regarde sa dérivée, on obtient la fonction 2x, et si on évalue cette fonction dérivée en 0, eh bien, on a f' de 0 qui vaut 0. Donc le point 0 est un point critique au point stationnaire. Et ce qu'on voit, c'est que la dérivée à gauche, ici, c'est une dérivée, donc on a ça, la fonction est décroissante, et donc on a une dérivée ici qui est négative, et par contre à droite, on a une fonction qui augmente, et donc on a ici une dérivée positive. Et donc le signe de la dérivée change entre ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite autour du point 0, et donc on a un optimum local en 0. Autre cas ici, avec f de x qui est égal à x cube. Si on regarde sa dérivée, on obtient 3x carré. Et on voit aussi que f' s'annule en 0. Et donc le point 0 est aussi un point critique ou un point stationnaire. Sa dérivée s'annule. Mais on voit qu'à gauche, on a une fonction qui augmente. Et donc la dérivée est positive à gauche. Et à droite, on voit aussi que la dérivée est positive puisque les valeurs de la fonction augmentent. Et donc, là, le signe de la dérivée à gauche n'est pas différent du signe de la dérivée à droite. Et donc, on n'a pas d'optimum local en 0. C'est ce qu'on appelle ici un point palier. La dérivée seconde, on peut aussi l'utiliser pour voir si l'on est sur un optimum ou pas. Et donc la dérivée seconde, ça va être simplement la dérivée de la dérivée. Donc si une fonction f est de classe C1, et si sa dérivée f' est à son tour de classe C1, bien on peut considérer la dérivée seconde de f. Et donc ici on aurait une fonction qui est de classe C2, puisque si f seconde existe, eh bien elle est aussi continue, et donc f serait de classe C2, ça veut dire que sa dérivée existe et est continue, et sa dérivée seconde existe et est continue. Et donc la dérivée seconde, on la note f'', ou encore différentiel de f avec un exposant ici à 2, divisé par différentiel de x au carré. C'est juste pour indiquer que l'on dérive deux fois par rapport à la variable x. Et donc, ça représente quoi la dérivée seconde? Eh bien, ça indique la pente de la dérivée. Donc, la dérivée seconde indique la variation de la pente de la courbe représentative de la fonction. Donc, c'est variation de la pente, variation de la dérivée, et permet ainsi de mesurer la concavité locale de la fonction. Donc, si cette dérivée seconde est positive sur un intervalle, eh bien, la pente augmente,
la courbure est vers le haut et la fonction est dite convexe. Si elle est négative sur un intervalle, eh bien la pente diminue, la courbure est vers le bas et la fonction est dite concave sur cet intervalle. Si elle est nulle, la courbe est localement rectiligne et si la dérivée seconde s'annule et change de signe, on est sur un point d'inflexion. Donc la courbure de la courbe s'inverse, on passe d'une courbe convexe à une courbe concave, ou le contraire, d'une courbe concave à une courbe convexe. Donc ici, on a quelques exemples d'une courbe convexe. Donc on voit ici que au départ, on a une dérivée, donc on regarde la pente, la variation de la pente. Eh bien, au départ, ici, on a une pente qui est négative, et ensuite, elle est aussi négative, mais de moins en moins négative. Et donc, la variation de la pente est positive ici, puisque on a une augmentation de la pente, puisque la pente ici était très négative, ici un peu moins négative, ici elle est nulle, puis elle devient maintenant positive et encore plus positive ici. Et donc, la dérivée seconde est ici positive autour de cet intervalle. Pour cette fonction-là, on part ici, on regarde la pente qui est positive, mais qui diminue de plus en plus. Et donc, si on regarde la dérivée seconde, donc la dérivée de cette pente, eh bien, on a des valeurs négatives, puisque la pente diminue. Et ensuite, on passe, la pente s'annule, et on voit qu'elle est de plus en plus... Après, la pente devient négative, elle est de plus en plus négative. Et donc, on a une dérivée seconde qui est ici négative. Et ici, on a un point d'inflexion, puisqu'on voit, on a un changement de courbure. Ici, la dérivée, la pente est positive, mais de moins en moins positive, donc elle diminue, et donc la dérivée seconde est négative, tandis qu'ici, la pente est positive et de plus en plus élevée, et donc ici, on a une dérivée seconde positive. Donc ici, elle était négative, et ici, elle est positive. On a un point d'inflexion. Et on peut utiliser cette dérivée seconde pour avoir une condition suffisante d'optimalité locale. Donc si on prend une fonction de classe C2 sur un intervalle i, donc une fonction dont les dérivées secondes sont continues et existent, et on va prendre un point à l'intérieur de cet intervalle. Eh bien, si f' de a s'annule, donc si on est sur un point critique et f seconde de a est strictement négatif, alors on est sur un maximum local. On est dans ce cas-là. Donc là, on avait vu que la dérivée seconde était négative. Eh bien, on est sur un maximum au point critique, donc le point où la dérivée est nulle. Si f' de a est nul et que f seconde de a est positif, alors on a un minimum local. Donc on est dans le cas ici. On avait vu que la dérivée seconde était positive, puisque ici, le coefficient de la pente ne fait qu'augmenter. Donc la dérivée seconde est ici positive. Donc ici, on a une fonction aussi qui est décroissante, une fonction croissante. Eh bien, on a ici le point critique 0, qui est un minimum local, puisque f' de a vaut 0 et f seconde de a est strictement positif. Et enfin, si f' de a s'annule et que le f seconde de a s'annule également, on ne peut pas conclure. Donc on ne peut pas utiliser ce théorème pour définir si on est sur un extrémum ou pas. Puisqu'on voit ici, par exemple, pour cette fonction x au cube, eh bien, f' en 0 vaut 0. Si on calcule f seconde, on a 6x. Donc 6x en 0, c'est 0 également. Eh bien, si les dérivées
seconde, même si la dérivée seconde ici est nulle, eh bien, on n'est pas sur un extrémum. Par contre, si on avait pris par exemple x exposant 4, eh bien x exposant 4, sa dérivée, cela aurait été donc 4x cube, et sa dérivée seconde, ça aurait été 12x carré. Et donc on aurait aussi eu une dérivée seconde qui s'annule au point critique 0. Et bien pourtant, x exposant 4 a clairement un minimum local en 0. Et donc, si la dérivée seconde s'annule, on peut avoir des cas où on est sur un point parallèle, on peut avoir des cas où on ne peut pas conclure. Et donc, si on ne peut pas conclure, eh bien, il faut utiliser d'autres propriétés de la fonction pour déterminer si on est sur un optimum ou pas. On peut analyser les dérivées troisième, quatrième et ainsi de suite, ou on peut aussi faire une analyse du voisinage autour de A, puisque un extrémum, c'est simplement, comme on l'a rappelé ici, simplement un point tel que quand on regarde dans son voisinage, on a des valeurs qui sont toujours supérieures pour un minimum ou des valeurs qui sont toujours inférieures pour un maximum. Et donc la preuve de ce théorème, donc pour A intérieur à I, la dérivée de la fonction en A, ça indique la pente de la tangente à cette fonction en A. Et donc f seconde de A indique la pente de la tangente à f' en A, comme on l'a déjà vu. Donc ainsi, pour une fonction dérivée qui est décroissante au voisinage d'un point, eh bien, si cette dérivée décroît, on a que f seconde de A est négative. Et donc, si on prend un point A où f' de A vaut 0, quand on a f seconde de A qui est négatif, eh bien, ça veut dire quoi? Comme f' de A s'annule en A, ça veut dire que f' de A est positive avant A et est négative après A. Ok, donc c'est exactement ce qu'on a vu ici pour la fonction concave que l'on avait ici. L'on a f seconde de A qui est négative, et donc f' de x est ici positif. La dérivée est bien positive. Ici, oui, je reprends. Ouais, donc, la dérivée est bien positive, tout à fait. La dérivée ici est bien positive, et ici, la dérivée est négative. Donc ici, on croît, ici, on décroît, donc on est sur un optimum. Et quand f seconde de A est strictement positif, eh bien, cela veut dire, donc si f seconde de A est positif, cela veut dire que on est sur ce cas-là. Ici, la dérivée est négative, et ici, la dérivée est positive. Donc, on a ici une fonction décroissante et une fonction ici croissante, et donc le point 0 est un optimum local, et ici, un minimum, puisque la dérivée seconde est positive, strictement positive. Et donc ça, c'est pour les extrémas locaux. C'est pas tout, puisque on peut aussi avoir des extrémas globaux, puisque un extrémum local n'est pas forcément le plus grand ou le plus petit extrémum de la fonction. Donc si on prend une fonction f de x définie sur un intervalle i, on va définir un extrémum global. Donc un réel b est considéré comme un maximum global sur cet intervalle si, quel que soit le point, quelle que soit la valeur que l'on prend sur l'intervalle, eh bien, f de x est supérieur ou égal à f de b. Oui, c'est le contraire. Donc, un réel b est un minimum si tout ce que l'on prend autour est supérieur.
Et c'est un maximum si, ici, donc f de b, c'est clairement ici un maximum, donc il faut juste inverser la définition. Je remettrai la bonne définition sur les slides du Moodle. Donc c'est un maximum, Arial B est un maximum si toutes les valeurs sur l'intervalle sont inférieures, et donc si f de x est inférieur ou égal à f de b, et c'est un minimum si, quelles que soient les valeurs que l'on prenne sur l'intervalle, eh bien on a f de x est supérieur ou égal à f de b. Remarque qu'un extrémum global est un extrémum local, c'est toujours le cas, mais un extrémum local peut ne pas être un extrémum global. Par exemple, pour cette fonction, donc définie sur R par 3 fois l'exponentielle de moins x au carré plus l'exponentielle de moins x moins 3 au carré, eh bien, elle comporte un maximum local en x égale 3, qui n'est pas un maximum global puisque ici on est battu par x égale à 0. Et donc, l'optimum global ici, c'est x égale à 0. Et en x égale 3, on a juste un optimum local. Si on regarde autour, on est bien supérieur à toutes les valeurs que l'on a autour de nous. Mais si on va trop loin, eh bien, si on prolonge notre intervalle, eh bien, on voit que on peut trouver des valeurs supérieures. On peut trouver des valeurs supérieures à la valeur que l'on a en x égale 3. Et donc, on a juste un optimum global en x égale à 0. Remarque qu'une fonction peut avoir une infinité d'extrémas globaux. Par exemple, la fonction f de x égale cos de x, eh bien, on a plein d'optima globaux en x égale à 0, en x est égal à pi, on a un minimum, puis après on revient à x est égal à 2pi, etc. On a plein d'optima globaux, et aussi des optima ici locaux, puisqu'un optimum global est aussi un optimum local. Autre remarque, une fonction peut avoir une infinité d'extrémas locaux sur des grands intervalles, comme ici, et pourtant ne pas posséder d'extrémum global. Par exemple, la fonction f de x est égale à x cos x, on a plein d'optima locaux, des maximums et des minimums, mais malgré tout, sur un intervalle ouvert ici, eh bien, comme la fonction tend vers, et les valeurs ici sont de plus en plus grandes, que ce soit à droite ici et à gauche, comme les valeurs sont de plus en plus grandes, eh bien, on n'aura pas d'extrémum global. Cet élément-là n'est pas un extrémum global, puisqu'on pourra trouver toujours mieux à droite. Sur un intervalle sur la droite complète, la droite R, eh bien, cette fonction-là ne possède pas d'extrémum global. Et dans le cas simple des intervalles fermés, on a le résultat naturel suivant, c'est que une fonction f continue sur un intervalle fermé AB, eh bien, va toujours posséder un maximum global, puisque l'intervalle est fermé, et donc si jamais on ne trouve pas d'optimum global à l'intérieur de l'intervalle, eh bien, on va trouver la plus grande valeur sur une des bornes de l'intervalle. Par contre, si les intervalles sont ouverts, eh bien, on pourrait ne pas avoir d'optimum global. Par exemple, pour cette fonction-là, x carré moins 1 divisé par x plus 2, elle est bien continue sur l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini, mais quand x tend vers moins 2, eh bien, on tend vers plus l'infini, et quand on tend vers plus l'infini, eh bien, f de x tend également vers plus l'infini. Et donc, si la fonction f de x peut tendre vers plus l'infini sur les deux extrémités, eh bien, on n'aura aucun optimum global, puisque la plus grande valeur de cette fonction, c'est plus l'infini. Donc, on ne pourra jamais faire mieux que plus l'infini.
pour les fonctions à plusieurs variables, nous allons d'abord définir les ouverts, les fermés, les bornés et les compacts. Donc on va prendre une norme sur Rn. Donc une norme, par exemple, la distance euclidienne entre deux points de Rn. Et on va définir une boule ouverte et une boule fermée. Donc pour ça, on va prendre un vecteur x appartenant à Rn et une valeur réelle R strictement positive. On va définir la boule ouverte comme cette boule qui dépend de x et de R comme l'ensemble des points tels que x moins y. Donc l'ensemble des points y tels que la norme de x moins y est strictement inférieure à R. Donc c'est une boule, si vous voulez, de notre espace Rn. C'est tous les points intérieurs à cette boule de rayon R. Une boule fermée, dans ce cas, on prend aussi, donc on a distance euclidienne entre de x moins y inférieur ou égal à R, donc on prend aussi les points de la surface de cette boule. Un ensemble oméga de Rn, donc un sous-ensemble de Rn, est ouvert si, quel que soit un point de ce sous-ensemble oméga, eh bien, il existe une boule XR qui est totalement incluse dans oméga, avec un rayon positif. Et cet ensemble est considéré comme fermé si son complémentaire, donc son complémentaire, on l'obtient en enlevant de Rn oméga, eh bien c'est un ouvert de Rn, donc un ensemble fermé est défini à partir de la définition d'ensemble ouvert, mais en prenant le complémentaire par rapport à Rn. Et un ensemble est borné s'il existe un x qui appartient à l'ensemble oméga, un rayon R positif tel que oméga est totalement inclus dans la boule boule définie par x et R. Et donc, s'il existe, donc si on peut trouver un x appartenant à oméga et une boule telle que oméga est inclus dans cette boule qui part de x avec un rayon R, eh bien l'ensemble est borné. Et un compact, c'est un ensemble qui est à la fois fermé et borné. Fermé et borné. Donc borné, c'est surtout par exemple pour les intervalles dans R. Borné, c'est quand l'on a bien nos intervalles qui sont définis par des valeurs réelles et non pas par des valeurs infinies. Et fermé, dans le cas réel, c'est lorsque les bornes de l'intervalle sont comprises dans l'intervalle. Et attention, moins l'infini et plus l'infini sont considérés mais par exemple si on a l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 2 compris, eh bien c'est fermé parce que moins l'infini est considéré moins l'infini plus l'infini est considéré comme un intervalle fermé. Par contre, moins l'infini jusqu'à 2 inclus, c'est un intervalle qui est fermé, mais qui ne va pas être borné à cause du moins l'infini à gauche de l'intervalle. Ok. Les fonctions de Rn, donc au lieu de prendre un intervalle comme ce que l'on avait dans R, ici on va prendre oméga, un sous-ensemble de Rn. Donc on va considérer une fonction qui part de oméga
et qui va nous renvoyer une valeur réelle. Donc la fonction f associe à tout point d'un sous-ensemble de Rn oméga un réel qui appartient donc un réel ici. Et donc ce réel, on l'appelle f de x. Exemple de fonction à deux variables, par exemple f de x1, x2 qui vaut donc x1 moins x2 divisé par 1 plus x1 au carré plus x2 au carré, ou alors la fonction définie par x1 divisé par la racine de x1 moins x2. Et dans ce cas, on ne peut pas avoir x1 moins x2 doit être positif, et donc c'est la fonction qui associe au tout couple de R carré avec la condition que x1 moins x2 est strictement positif. On peut représenter ces fonctions grâce à ce qu'on appelle la surface représentative de f, puisque on a 3 dimensions, donc c'est encore possible de représenter ces fonctions à 2 variables, dans le cas donc, où on a 2 variables. Donc dans le cas particulier défini, des fonctions définies sur R carré, on peut définir ce qu'on appelle la surface représentative de f comme l'ensemble des points de R cube définis donc par x1, x2 et l'image de x1, x2 par f qu'on note f de x1, x2. Et donc on va utiliser la troisième dimension pour représenter la valeur de la fonction. On peut ajouter, si on veut, des couleurs, du plus froid bleu au plus chaud. Donc des couleurs froides pour les valeurs qui sont faibles et des couleurs chaudes comme le rouge pour indiquer des valeurs qui ont des valeurs élevées. Donc ici c'est la surface représentative de f de x1 x2 qui vaut x1 au carré fois cos de x2. Une autre représentation utile, ce sont les courbes de niveau. Donc dans le cas des fonctions définies sur oméga appartenant à R carré, toujours on peut définir la courbe de niveau de f en un oméga appartenant à R comme l'ensemble des points de R carré tel que f de x1 x2 est égal à oméga. Donc on coupe, si vous voulez, la surface par différents plans horizontaux, et donc ces plans qui ont comme équation f de x1 x2 égale à oméga. Ces plans horizontaux qui n'ont pas cette équation-là, c'est des plans horizontaux qui ont une hauteur de, non pas d'oméga, de lambda. Donc on coupe nos surfaces par des plans horizontaux de hauteur lambda. Et donc si f n'atteint jamais la valeur lambda, la courbe de niveau sera vide. Par contre, dans le cas d'une valeur lambda possible pour f, eh bien, la courbe représente tous les couples x1, x2 qui réalisent cette valeur. Donc tous les couples x1, x2 qui obtiennent comme valeur lambda pour f. Donc voilà un exemple. Ici, c'est la surface représentative de f de x est égale à la racine carrée de x carré plus y carré. C'est un cône centré à 0 dont la base est un cercle. Ici, on a représenté ci-dessous les courbes de niveau. Donc les courbes de niveau, on coupe cette surface par des plans horizontaux et donc on a un ensemble de cercles concentriques. Donc on a par exemple coupé ici notre surface, on obtient un premier cercle ici. Si on va plus haut, eh bien on coupe de nouveau et on a un autre cercle et ainsi de suite. Et donc ces courbes de niveau, ça correspond exactement à ce que vous voyez sur les cartes topographiques quand vous gravissez des montagnes, puisque on peut voir
selon l'endroit où vous vous situez, sur quelle courbe de niveau vous êtes, pour ainsi estimer votre altitude. Et ce qu'on a souvent, c'est plus les courbes de niveau sont serrées, plus la pente est forte, plus les courbes de niveau sont espacées, moins la pente est élevée, puisqu'on a moins de variations dans l'altitude. On peut maintenant définir la notion de dérivée dans le cas de fonctions à plusieurs variables. Donc on va toujours prendre une fonction f définie sur un ouvert, oméga, donc un sous-ensemble de Rn. On va noter EI, le point de Rn, tel que EJ est égal à 1 si J est égal à I et 0 sinon. Donc c'est un point par exemple égal à 1, 0, 0, etc. ou le point 0, 1, 0, 0, etc. C'est un point qui contient un seul 1 et le reste ce sont des zéros. On appelle E1, E2, E, etc., En la base canonique de Rn et EI est le ième vecteur canonique. Et on va prendre un point A appartenant à notre sous-ensemble oméga. On va considérer la fonction de R dans R suivante. Donc, on prend simplement, on va juste faire varier le t, qui va renvoyer le t, et la valeur correspondante. L'image, ça va être la fonction f, donc qui prend en entrée un vecteur de Rn, et le vecteur de Rn, ça va être notre point A, plus un petit quelque chose, donc plus ce petit quelque chose, on va augmenter la composante I de ce point A d'une certaine valeur t. Et donc, f de A plus TEI, c'est f de A, à la différence près qu'au lieu de prendre AI pour la position I du vecteur, on prend AI plus T fois EI. Les autres composantes ne changent pas. Et de cette façon, on va pouvoir dériver la fonction selon cette direction T, selon la direction EI. Donc selon la direction EI, on va pouvoir dériver notre fonction f. On dit que la ième dérivée partielle de f existe en A si cette fonction-là, est dérivable en A. La ième dérivée partielle existe sur oméga si elle existe en tout point de oméga. Et on note alors delta f divisé par delta xi, la ième dérivée partielle. Donc une fonction sur Rn aura n dérivées partielles. On note C1 l'ensemble des fonctions dont les n dérivées partielles existent et dont les n fonctions dérivées partielles sont elles-mêmes continues de la même façon que l'on avait défini ces fonctions C1 dans le cas de fonctions à une seule variable. Petite remarque, pour dériver par rapport à une variable xi, on considère les autres variables comme des constantes et on dérive comme on a l'habitude de le faire par rapport à xi. Donc il faut uniquement considérer les autres variables comme des constantes. Un exemple ici avec la fonction f qui dépend donc de trois variables, x, y, z. Donc au lieu d'utiliser x1, x2, x3, ici on va utiliser x, y, z pour un peu simplifier les notations. Donc on a cette fonction 3x carré y plus 4 fois x divisé par 2y plus z plus x, y, z. Et bien cette fonction-là, elle est C1 sur R cube moins le point x00, puisque on ne peut pas avoir y et z qui sont égales à 0, puisque sinon on aurait ici une division par 0. Et donc on pourra obtenir les dérivées
partiels, il y en a 3. Il y en a 3 par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Donc la dérivée partielle de f par rapport à x, ça va donner 6xy plus 4 fois 2y plus z. Donc ce qu'on fait, on dérive par rapport à x et les autres variables sont considérées comme des constantes. Donc par exemple x, y, z, y, z sont comme des constantes. On les place devant le x et donc on dérive simplement par rapport à x. La dérivée de x c'est 1 et donc on obtient simplement yz. Par rapport à y, ça va donner donc 3x carré. Donc 3x carré c'est comme si c'était une constante. Puis après, ici ça donne moins 8 fois x divisé par 2y plus z au carré plus x fois z. Par rapport à z, eh bien ici ça ne dépend pas de z, donc c'est une constante et donc c'est 0. Et puis on obtient moins 4 fois x divisé par 2y plus z au carré plus x fois y. Quelques notations. On va avoir besoin d'un vecteur colonne. Un vecteur colonne, c'est juste un vecteur qui est mis sous une colonne. On va avoir besoin d'un vecteur ligne aussi. Donc un vecteur ligne, c'est simplement la transposée de ce vecteur colonne. Et si on fait la transposée d'un vecteur ligne, on obtient un vecteur colonne. Ok. Et maintenant, on peut définir le gradient. Donc le gradient, c'est un vecteur colonne qu'on peut définir pour une fonction C1 sur un ouvert oméga appartenant à Rn et sur un point A appartenant à cet ouvert. On appelle le gradient de f en 1 ce vecteur colonne qui comprend donc toutes les dérivées partielles en A. Donc c'est un vecteur colonne. Donc pour des facilités de notation, on l'indique sous forme de vecteur ligne et on indique que l'on va prendre la transposée pour bien obtenir un vecteur colonne. Pour n égale 1, c'est donc le nombre dérivé de f en A, donc la pente de la tangente à la courbe représentative à f en A. Pour n égale 2, c'est le vecteur engendrant le plan tangent en A à la surface représentative de f. Donc, dans le cas d'une surface, on ne va plus avoir un plan, on ne va plus avoir une droite tangente, mais on va avoir un plan tangent. Et si on augmente les dimensions, eh bien, à ce moment-là, on va parler d'hyperplan tangent. Donc, c'est un hyperplan, c'est un plan qui a plus de 2 dimensions. Donc on parle d'hyperplan à ce moment-là. Un exemple de plan tangent dans le cas de R carré. Par exemple, son équation, elle vous est donnée ici, c'est z est égal f de A1 à 2 plus la dérivée partielle par rapport à la première variable au point A1 à 2 fois x1 moins A1 plus la dérivée partielle en la deuxième variable qu'on évalue en A1 à 2 fois x2 moins A2. On a un exemple ici pour une fonction parabolique. La fonction parabolique 1/5 de x carré plus y carré. On a le gradient de f en 3,3, donc le gradient de f, et pour ça, on a besoin de déterminer la dérivée de f par rapport à x, qui est donc dérivée de f par rapport à x, ça donne 2x divisé par 5, qu'on évalue en 3, ça donne donc 2 fois 3, 6 divisé par 5. La dérivée de f, donc dérivée partielle de f par rapport à y, ça donne 2y divisé par 5, donc en 3, ça donne aussi 6/5. Donc le gradient de f en 3,3, c'est 6/5, 6/5, le vecteur 6/5, 6/5. Et f de, ici, c'est pour, si on veut être bien adéquat à ce que l'on vient de dire, il faut bien mettre ici la transposée, donc c'est un vecteur colonne normalement. Et f de 3,3, c'est donc 18/5, et donc de cette façon on peut remplacer par les valeurs ici que l'on vient de déterminer pour obtenir l'équation du plan tangent
qui est donc 18 cinquièmes plus 6 cinquièmes fois x moins 3 plus 6 cinquièmes fois y moins 3. Et ici, on l'a représenté. On a notre surface et on a ici le plan tangent au point 3, 3. Les dérivées partielles maintenant d'ordre 2. Donc si f est toujours C1 sur un ouvert oméga, si sa im dérivée partielle est une fonction continue sur oméga, alors elle peut aussi admettre une dérivée partielle, une jm dérivée partielle sur oméga. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va d'abord dériver f par rapport à xi, et on va la dériver de nouveau par rapport à une autre variable xj. Donc c'est cette notation de double dérivée partielle. Et donc on dérive d'abord par rapport à xi, et puis après par rapport à xj. Et lorsque i est égal à j, eh bien on peut ici dire dans la notation qu'on fait la dérivée de xi deux fois, et donc on ajoute ici l'exposant 2. Et donc ça c'est simplement première fois par rapport à x, et le résultat on le dérive de nouveau par rapport à xi. Si f admet des dérivées partielles d'ordre 2 en tout point de oméga et que ces fonctions sont elles-mêmes continues, on dit que f est C2 sur oméga. Et on a un petit théorème bien pratique qui est que si f est C2 sur oméga, alors la dérivée partielle deux fois d'abord par rapport à xj et puis par rapport à xi, c'est exactement la même dérivée partielle que d'abord par rapport à xi et puis d'abord par rapport à xj. Donc ça va être très pratique pour nos calculs, puisque on devra calculer cette dérivée partielle qu'une seule fois, puisqu'elle sera égale aux autres dérivées partielles quand on change simplement l'ordre de dérivation. Donc un petit exemple, si on prend la fonction x cube y carré, elle est C2 sur R carré, donc ça veut dire que ces dérivées partielles secondes existent et sont continues. Donc on peut obtenir d'abord les dérivées partielles par rapport à x et puis par rapport à y. Par rapport à x, on obtient donc 3x carré fois y carré. Par rapport à y, on obtient, donc ici par rapport à y, on obtient 2x cube fois y. Et puis après, on peut obtenir les dérivées partielles secondes. Ici, on dérive de nouveau cette dérivée partielle par rapport à x. On la dérive encore une fois. On obtient donc 6x fois y carré. Celle-là, deux fois par rapport à y. Donc on reprend la dérivée partielle par rapport à y, qu'on redérive par rapport à y. On obtient 2x cube. Et ensuite, par exemple, si cette dérivée-là, on va dériver par rapport à x la dérivée partielle par rapport à y. Donc on prend cette dérivée partielle et on la dérive par rapport à x. Et donc on obtient 6x carré fois y. Et pas besoin de faire le calcul, on sait que par le théorème de Schwartz, que cette dérivée partielle seconde, c'est exactement aussi la dérivée partielle quand on dérive d'abord par rapport à x et puis par rapport à y. On peut le vérifier ici. Si on prend cette dérivée partielle et qu'on la dérive par rapport à y, on obtient bien 6 x carré y qui est la même valeur que si on dérivait d'abord par rapport à y et puis par rapport à x. Et donc on a toujours ici quelque chose de symétrique. Et ces dérivées partielles secondes, on va pouvoir les mettre dans une matrice. Et cette matrice, on l'appelle la matrice hessienne. Et donc, la matrice hessienne de f en A, c'est la matrice dont le coefficient ij est la dérivée partielle de f par rapport à xi et xj en A. Donc ce sont des dérivées partielles, c'est l'ensemble des dérivées partielles secondes évaluées en A. Donc ici, par exemple, pour la première ligne, on aura toutes les dérivées partielles qui comprennent x1. Donc double dérivée partielle par rapport à x1. Ici, on a d'abord dérivé par rapport à x2 et puis par rapport à x1. Ici, d'abord dérivé par rapport à xn et puis par rapport à x1. Ici, ça contient toutes les dérivées partielles par rapport à x2, et ainsi de suite. Cette matrice-là, attention, ce sont bien des réels, puisqu'on va évaluer
ses dérivées partielles au point A. Et c'est aussi intéressant une matrice n fois n et qui est symétrique par le théorème de Schwartz. Donc ici on a une symétrie. Cette valeur-là, par exemple, c'est exactement la même valeur que cette valeur-là. Et maintenant, on va pouvoir définir la notion d'extrémum local et global sur Rn. Et donc sur Rn, un maximum global, eh bien, un maximum, donc, attention, un réel B est un maximum global sur un intervalle si quel que soit x appartenant à x, à grand X, eh bien, f de x est supérieur ou égal à f de b. Attention, ici, on a toujours la même erreur, on est un maximum si f de b est supérieur ou égal à si f de b est donc un maximum si on a un maximum si f de b est supérieur ou égal à f de x, ou on a un minimum si f de b est inférieur ou égal à f de x, c'est le contraire. Un réel A est appelé un maximum local si il existe une boule centrée en A de rayon R strictement positif, tel que, quelle que soit la valeur x que l'on prenne dans la boule, eh bien, f de x est inférieur à f de A. Ok. Donc ici, ouais, la définition est bien dans le bon sens. F de A est supérieur ou égal à f de x, donc on est sur un maximum local. Et pour le minimum local, eh bien, f de A prend des valeurs inférieures à f de x, quel que soit le x appartenant à cette boule centrée en A de rayon R strictement positif. Donc il faut prendre un petit r. Et pour un petit r, si on peut montrer que f de A, par exemple, est toujours inférieur à f de x, quel que soit le x à l'intérieur de cette boule de rayon R, eh bien, A est ce qu'on appelle un maximum local. Cas des fonctions continues sur un compact, on a le théorème de Weierstrass qui nous dit que si f est continu sur oméga appartenant à Rn avec oméga qui est compact, donc compact c'est fermé et borné, alors f possède un optimum global qu'on appelle ici x étoile sur ce sous-ensemble oméga. De nouveau, attention, on peut avoir des extrémas locaux qui ne sont pas globaux, et la plupart des méthodes détectent uniquement des extrémas locaux. Autre petite définition qui va nous être utile, c'est la définition de matrice définie positive. Donc si on prend une matrice symétrique A d'ordre n, eh bien on va dire qu'elle est définie positive, donc si toutes ses valeurs propres sont strictement positives. Donc si on peut montrer que ces valeurs propres sont strictement positives, eh bien la matrice A sera définie positive. Donc on a besoin de cette définition pour définir ce que c'est une matrice positive. C'est comme quand c'est l'équivalent de voir quand est-ce qu'un réel est positif. Eh bien on a besoin d'aussi définir quand est-ce qu'une matrice est positive. Eh bien une matrice symétrique grand A d'ordre n sera définie positive si toutes ses valeurs propres sont strictement positives. Et on note ça A avec ici un supérieur courbé, A supérieur à 0. Une autre définition qui est équivalente, c'est une matrice symétrique A d'ordre n est définie positive si pour tout vecteur colonne non nul x a n éléments réels, on n'a que ce produit-là, x transposé fois A fois x est strictement positif. Et une matrice symétrique peut être définie positive, semi-définie positive, si jamais par exemple on a une valeur propre qui n'est pas strictement positive mais qui est nulle, eh bien on aura une matrice qui sera semi-définie positive. Définie négative, c'est par exemple on peut déterminer
si une matrice est définie positive en regardant l'opposé de A. Donc on prend l'opposé de chacune des valeurs de A et on regarde si l'opposé de A est strictement positif. À ce moment-là, cela veut dire que A est définie négative, semi-définie négative, ou non définie. Donc non définie, ça serait dans le cas où on a à la fois des valeurs propres négatives et des valeurs propres positives. Et donc, un cas particulier pour une matrice symétrique dans le cas de n égale 2, si on a une matrice A symétrique ici, donc on a B et B, B en position 1, 2 et B en position 2, 1, et bien cette matrice A sera définie positive si et seulement si A est strictement positif et AC moins B carré est strictement positif. Donc ça c'est un petit truc pour repérer facilement si une matrice est définie positive. Il suffit de regarder si le premier coefficient là, A, est positif, le premier coefficient en première ligne, première colonne est positif, et si le produit AC moins B carré est positif, à ce moment-là, la matrice est définie positive. Donc AC moins B carré, c'est aussi le déterminant de la matrice. Sinon, si A est négatif et si AC moins B carré est toujours positif, A est définie négative. Ok. Donc, pour voir si une matrice était définie négative, on pouvait regarder aussi si moins A était définie positive. Donc, si on prend l'opposé de toutes ces valeurs-là, on aura en A une valeur négative, et AC moins B carré, eh bien, ça ne change pas, puisque AC, si les deux valeurs sont négatives, on aura toujours quelque chose de positif, le B carré, on aura toujours quelque chose de positif, et donc c'est de là que vient cette condition-là. Si A est négatif et si AC moins B carré est positif, eh bien A sera définie négative. Autre remarque qui peut être utile, c'est que le déterminant d'une matrice est égal au produit des valeurs propres. Et donc ici, par exemple, le déterminant de A, AC moins B carré, eh bien c'est égal à la première valeur propre fois la deuxième valeur propre. Et donc, si ce déterminant-là est positif, on a deux options. Si c'est positif, soit les deux valeurs propres sont positives et donc la matrice est définie positive, ou alors les deux valeurs propres sont négatives. Et dans ce cas-là, si les deux valeurs propres sont négatives, eh bien l'opposé de la matrice A sera définie positive, et donc on aura une matrice qui sera définie négative. Et pourquoi on a besoin de ça? Eh bien, on va avoir besoin de ça pour nous aider à trouver les extrémas locaux d'une fonction à plusieurs variables. Donc, on a ici la condition nécessaire d'optimalité de premier ordre. Donc, on va prendre le cas où notre sous-ensemble, c'est l'ensemble Rn. Et donc, si x étoile est un optimum local de f sur Rn, eh bien, alors, de nouveau, comme on avait pour une fonction à une variable, eh bien, ces dérivés, ici, s'annulent. Donc, on a plusieurs dérivés, eh bien, alors, le gradient de f est nul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gradient de f en x étoile s'annule. Et donc, x est ce qu'on appelle un point critique ou un point stationnaire. Donc attention, ce n'est pas une condition suffisante. On peut très bien avoir un point critique qui est un point sel. Et donc si c'est un point sel, le point sel, c'est l'équivalent du point palier que l'on avait pour les fonctions à une variable. Eh bien, dans ce cas, on ne sera pas un minimum local ni un maximum local. Et donc un point critique x, plus précisément, un point critique x est un point sel si pour tout epsilon strictement positif, il va exister deux valeurs AB appartenant à une boule centrée en x de rayon epsilon telles que f de A est inférieur à f de x est inférieur à f de B. Et donc dans ce cas, x n'est ni un minimum local ni un maximum local. Et si x n'est pas un point critique, par contre, sur un intervalle ici, sur Rn, il ne peut pas être un minimum ou un maximum. Condition nécessaire d'optimalité de second ordre. Donc, si x étoile est un minimum local de f sur Rn, alors
on a vu son gradient en x est nul, et la matrice hessienne en x étoile est semi-définie positive. Et donc si x étoile est un maximum, sa matrice hessienne est à ce moment-là semi-définie négative. Et donc la preuve, on peut l'obtenir en utilisant le développement de Taylor d'une fonction à plusieurs variables. Donc la preuve, donc on va prendre x étoile un minimum local, on va prendre une direction unitaire appartenant à Rn et une valeur réelle t suffisamment petite. Et ce qu'on va dire, c'est que x étoile est un minimum local, donc on a que f de x étoile est toujours inférieur ou égal à f de x étoile plus t fois d, donc dans quelle que soit la direction d que l'on prenne, f de x étoile sera toujours inférieur à f de x étoile plus t fois d. Et f de x étoile plus t fois d, en utilisant le développement Taylor autour de f de x étoile, donc ce développement de Taylor, on ajoute à chaque fois un terme qui dépend de la dérivée ici d'abord première, des dérivées premières, puis des dérivées secondes, et ainsi de suite. Et donc ici, c'est plus ou moins égal à f de x étoile plus t fois d transposé fois le gradient de f en x étoile, plus t au carré sur 2 fois d transposé fois la hessienne de f en x étoile fois d, et ainsi de suite. On s'arrête là, on peut s'arrêter là, dans le développement, donc on n'est pas tout à fait égal à ça, on est plus ou moins égal à ça, mais par contre on peut annuler ce terme-là, puisque le gradient de f en x étoile est nul. Et donc au final on obtient que f de x étoile est inférieur à f de x étoile plus td, qui est égal à ça. Et ce qu'on voit, c'est que on peut donc on a donc f de x étoile inférieur à f de x étoile plus ce terme-là. Les f de x étoile s'annulent, et donc on a que ce terme-là est positif. Ce terme-là est positif, t au carré sur 2 est également positif, donc on n'a pas besoin de l'ajouter. On obtient d transposé fois la hessienne de f en x étoile fois d est positif. Et donc ça, comment ça se traduit? Eh bien, c'est une condition pour avoir une matrice hessienne semi-définie positive. Si vous vous rappelez, on avait ici cette définition pour une matrice définie positive. Eh bien, pour être définie semi-positive, il faut juste avoir ici un supérieur ou égal. Et c'est exactement ce que l'on a ici. On a trouvé un vecteur d tel que ce produit-là était supérieur ou est égal à 0. Et donc, on n'a pas trouvé un vecteur d, c'est quel que soit le vecteur d que l'on prend, eh bien, ce produit-là est supérieur ou égal à 0. Et donc, la hessienne de f en x étoile est semi-définie positive. Donc, si x étoile est un minimum local, eh bien la matrice hessienne est semi-définie positive. C'est la matrice hessienne en x étoile. Et donc de là, on peut avoir une condition suffisante d'optimalité de second ordre. Si x étoile appartenant à Rn est un point critique et si la hessienne de f en x étoile est définie positive, alors x étoile est un minimum local. Si elle est définie négative, x étoile est un maximum local. Si elle est indéfinie, donc si elle est ni positive ni négative, eh bien à ce moment-là, x étoile est ce qu'on appelle un point sel. Et si elle est semi-définie positive ou semi-définie négative, eh bien on ne peut rien dire. Dans certains cas, on va être sur un optimum local. Dans d'autres, on ne sera pas sur un optimum local. Pour ça, il faut analyser plus profondément. Donc, on peut analyser les dérivées partielles d'ordre supérieur, ou alors on peut aussi très bien faire une analyse du voisinage de x étoile
pour voir si autour de ce voisinage, on a toujours des valeurs par exemple supérieures. Dans ce cas, x étoile sera un minimum local, ou des valeurs toujours inférieures, et dans ce cas, x étoile serait un maximum local. Et donc, c'est quoi un point selle? Je vous en parle depuis tout à l'heure. Un point selle, eh bien, il faut penser à la selle de cheval. À la selle de cheval, où on a à la fois un point qui est un minimum ici dans une direction, mais qui est un maximum dans une autre direction. Et donc, on voit bien que pour ce point-là, le gradient de f est nul, puisque c'est bien un optimum selon la direction ici de l'axe Tx, un autre optimum selon la direction de l'axe des y, mais globalement ce n'est pas un optimum, puisque d'un côté c'est un maximum et de l'autre c'est un minimum. Donc c'est aussi appelé un point col, puisque c'est un peu ce que l'on trouve en montagne quand on monte un col. Eh bien on arrive sur un sommet. C'est juste un sommet qui nous permet de passer d'une vallée vers une autre, mais qui n'est pas le sommet vraiment de la montagne, puisque on est juste dans un passage d'une vallée vers une autre. Un exemple ici, c'est pour donc cet exemple-là, il est tiré de la fonction x carré moins y carré, où on a un point selle en 0, 0, en 0, 0. Voilà pour ce premier cours de programmation non linéaire, où on a vu donc des méthodes analytiques pour résoudre des problèmes non linéaires, mais sans contrainte. Merci à vous.